Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission Invité de l'écho. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur la monnaie numérique qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on entend par une monnaie numérique? Quel avantage procure-t-elle? Remplacera-t-elle la monnaie fiduciaire? Est-ce que le monde entier risque un danger en utilisant cette monnaie numérique? Mesdames et messieurs, voilà les différentes questions auxquelles nous allons tenter de trouver de réponses au cours de votre émission Invité de l'écho. Pour y répondre, je reçois un expert en économie numérique. Il s'agit de Monsieur Albert Kabeya, que je salue. Bonjour Monsieur Albert Kabeya. Bonjour. Très heureux de vous recevoir sur ces plateaux de Géopolis Télévision. Merci en tout cas. D'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut bien entendre par monnaie numérique? Alors la monnaie numérique, je pense que c'est une monnaie électronique. Il y a alors deux types de monnaie numérique. Il y a une monnaie électronique et une monnaie virtuelle. Donc la monnaie électronique, c'est essentiellement la monnaie qui est en fait transférée, c'est une monnaie structurale qui est transférée sur des cartes éventuellement. Donc vous achetez pour 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, 100 dollars une valeur et que vous mettez sur une carte pour pouvoir payer un service avec. Et donc ça s'appelle une monnaie électronique. Donc il y a beaucoup de cartes comme ça qui sont des cartes de prépaiement que vous voyez dans les banques aujourd'hui. Je ne veux pas citer de nom, mais beaucoup de banques ont des cartes sur lesquelles on met de l'argent et on paye avec. Donc ça, c'est la monnaie électronique. Maintenant, il y a des monnaies qui sont des monnaies, entre guillemets, virtuelles, qui sont effectivement des monnaies électroniques, qui sont plutôt des actifs électroniques, je dirais. Ce n'est pas vraiment des monnaies, des actifs électroniques qui représentent en fait une valeur virtuelle, mais cette valeur correspond toujours en fait à une monnaie structurale ou une monnaie fiduciaire qu'on a en tout cas investi pour avoir en fait cette entité qui est une entité numérique. C'est un peu pareil pour les monnaies qui sont dans nos portefeuilles, dans nos porte-monnaies Oui. mobiles. Bon, c'est des monnaies entre guillemets électroniques et virtuelles parce que effectivement, on nous envoie un transfert, mais avant de nous envoyer un transfert, on paye avec une monnaie normale, donc une monnaie standard, donc fiduciaire ou structurale, Oui, oui. et on nous envoie en fait, une monnaie électronique, entre guillemets, ou une monnaie virtuelle, sur notre portefeuille électronique, et on est capable de pouvoir faire des transactions et de payer avec. Mais vous venez de parler de la monnaie virtuelle. Est-ce il y a Alors, un exemple? la monnaie virtuelle, c'est quoi? C'est pas vraiment une monnaie. Moi, je dirais pas monnaie. Je dirais plutôt c'est un actif. C'est un actif électronique. Ok. Bon, le Bitcoin par exemple, Okay. ou le Tether, ou d'autres, ou comment dirais-je, par exemple le PSG a ce qu'on appelle les fan tokens. Les fan tokens, quoi? Les fan tokens, c'est un actif. C'est-à-dire que le PSG dit, voilà, j'ai beaucoup de fans, et ceux qui veulent directement s'adresser aux joueurs, leur souhaiter des vœux, des choses comme ça, qui veulent interagir avec les membres du club, achètent ces fan tokens, ça coûte 5 euros, 10 euros, vous les achetez, et ça vous donne effectivement la permission de pouvoir discuter avec Messi directement, ou discuter avec tel ou tel. Ces fan tokens, c'est quoi? C'est des actifs qui ont une valeur, qui vous donnent le droit d'accès. Ok? Donc, c'est une entité indépendante, ok, ce n'est pas échangeable, ce n'est pas interchangeable plutôt, mais vous pouvez effectivement faire bénéficier à quelqu'un. C'est un peu comme un voucher, en fait, une valeur monétaire qu'on vous donne pour avoir accès à un service. Et donc Lionel Messi, plus de la moitié de son salaire est payé en fan token. Oui, Monsieur Albert Kabeya, comme je venais de le dire, la monnaie numérique prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde entier, mais on utilise toujours aujourd'hui la monnaie fiduciaire. Mais comment on est passé aujourd'hui à la monnaie numérique alors que la monnaie fiduciaire existe toujours? Alors la monnaie numérique a une simplicité, c'est qu'elle est très rapide. Ça veut dire que la monnaie fiduciaire, il y a des problèmes de logistique, il faut transporter la monnaie. Ok, il faut la transporter, il y a des frais. Il y a des frais, effectivement, des frais de transport, de manipulation. Et puis, il y a des risques qui sont des risques de vol, des risques sécuritaires autour de cette monnaie. Donc, elle est créée pour cet objectif. Non, disons que la monnaie Aristote, depuis Aristote, de toute façon, je pense que c'est Aristote qui a eu
la meilleure entre guillemets définition de la monnaie, la monnaie est expliquée sur 3 piliers essentiels. C'est une convention, c'est une valeur, c'est une unité de change et c'est une réserve de valeur. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais tout simplement, c'est que dans les codes, on va définir si cette monnaie-là est matérielle ou immatérielle. Bon, on est passé de la monnaie fiduciaire à la monnaie, entre guillemets, scripturale, qui est une monnaie Avant tout, immatérielle. Donc ça, vous avez un numéro de compte, vous avez votre monnaie, vous avez votre argent sur le compte. Mais qu'est-ce qui fait la valeur de votre compte? C'est le chiffre qu'on vous donne sur votre compte qui correspond à la valeur monétaire fiduciaire que vous aurez éventuellement déposée ou d'une valeur scripturale qui est arrivée sur votre compte. C'est ça qui donne la valeur de votre compte. Et quand vous faites des transferts, vous ne faites pas une transfert fiduciaire, vous ne faites pas un transfert fiduciaire, vous faites un transfert scriptural. Donc en fait, vous faites un transfert d'écriture. Okay. Donc, au-delà maintenant, c'est que la technologie nous a permis d'aller au-delà de l'écriture, de pouvoir créer en fait des valeurs uniques électroniques qui permettent effectivement d'être appelées, entre guillemets, monnaie électronique, si vous voulez, et avec lesquelles on peut échanger. Mais à la différence de la monnaie numérique scripturale et fiduciaire, qui est une monnaie avec une banque centrale, la monnaie électronique n'a pas, entre guillemets, n'est pas géré par une banque centrale. Surtout les monnaies, les crypto-monnaies ne sont pas gérées par les banques. C'est des conventions entre les privés. Okay. Donc effectivement, c'est la partie sécuritaire qui pose un peu des questions à certaines personnes, de se dire est-ce que cette monnaie, soi-disant, les bitcoins et tous les autres, est-ce que c'est une monnaie qui est sécurisée? Parce que effectivement, il n'y a pas quelqu'un qui contrôle. C'est vraiment des privés qui, entre différents ordinateurs, qui ont des codes et qui ont des conventions et qui transfèrent entre guillemets cette monnaie-là entre les différents appareils. Alors, aujourd'hui, il y a 2 types de monnaie entre guillemets. On a une monnaie qui est gérée par une banque centrale, oui. Et puis il y a une monnaie qui circule sur le net où effectivement les gens se partagent des entités électroniques uniques et qui tournent de machine en machine et qui permettent effectivement d'échanger du service, des valeurs et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui fait que cette monnaie-là ne fait pas l'objet de confiance par le Banque centrale et d'autres acteurs économiques? Il y a un effet de concurrence. Il y a un effet de concurrence. Vous avez une banque centrale, vous avez votre propre monnaie que vous êtes en train d'utiliser sur votre territoire et vous voyez une monnaie communautaire qui envahit votre espace et qui commence à devenir une réserve de valeur. Vous voyez, vous perdez un peu de souveraineté vis-à-vis de cette monnaie et vous perdez un peu, entre guillemets, de votre pouvoir. Donc c'est tout à fait normal que les banques centrales s'érigent en disant, nous certaines banques centrales bien sûr s'érigent en disant, nous on est contre on est contre la monnaie électronique ou alors le bitcoin ou des monnaies qui sont pareilles que donc les monnaies de la blockchain. On est vraiment contre, on préfère nous coûter la monnaie scripturale ou la monnaie fiduciaire, mais au-delà de ça, il y a certaines banques qui aujourd'hui créent leur propre monnaie numérique en disant ok, tant qu'à faire, puisqu'effectivement la monnaie numérique devient à la mode, nous-mêmes, nous banques centrales, on va créer nos propres entités numériques qui vont être transférées d'un compte à l'autre et en plus de ça, au-delà encore mieux que la monnaie, le blockchain, la monnaie qu'on a dans le blockchain, le bitcoin, c'est quand vous avez votre monnaie numérique de la banque centrale sur votre compte, la banque centrale vous doit de l'argent. Oui. Mais quand vous avez du bitcoin sur votre compte, pour certains comptes en Europe, la banque centrale ne vous doit pas le bitcoin. C'est une entité que vous avez, mais si vous perdez ce bitcoin, c'est pas la banque centrale qui va vous rembourser. La banque centrale ne se porte pas garant sur le remboursement du bitcoin. Mais par contre, la banque centrale se porte garant sur la monnaie qu'elle crée, qu'elle soit numérique ou physique. Donc il y a de risques avec l'utilisation de la... Les risques sont dans les deux sens. La monnaie elle-même ou les entités ou les valeurs, les actifs numériques n'ont pas, entre guillemets, de danger. C'est plutôt l'homme qui est derrière qui est le grand danger. Qu'est-ce qu'il va en faire et comment il va utiliser. Vous savez, mais la monnaie fiduciaire est aussi un danger. Ouais, vous circulez dans la rue avec $1 million dans vos vestes, on risque de vous couper la tête. Ouais. C'est exactement la même chose. Mais par contre, vous circulez dans la rue avec $1 million de monnaie électronique, personne ne le saura et c'est invisible. Vous comprenez ? On va revenir sur le risque et les dangers de la monnaie numérique, mais
puisque vous venez de parler de la différence entre monnaie scripturale et monnaie fiduciaire, mais quelle différence peut-on établir aussi entre monnaie numérique et monnaie fiduciaire? La monnaie numérique, comme on l'a dit, la monnaie numérique, c'est une entité numérique, ok, c'est une entité numérique avec chiffrée, avec des codes, donc c'est une unité numérique qui peut passer d'un ordinateur à l'autre et qui correspond à une valeur monétaire que la banque centrale ou une banque, n'importe laquelle, peut dire, ok, moi je donne cette entité-là, je donne la valeur de X francs ou X dollars. Ok, et si vous échangez cette entité entre les téléphones ou entre vos appareils ou même entre les différents comptes, ben moi, la Banque centrale, je me porte garant. Ça, c'est une monnaie numérique gérée par la Banque centrale. Oui. Mais il y a des monnaies numériques, et c'est ce qui est à la mode aujourd'hui, il y a des monnaies numériques qui sont gérées par des particuliers, par des privés. Okay. Et ces monnaies-là n'ont pas de contrôle. Il n'y a pas, en fait, c'est la communauté qui contrôle ces monnaies. C'est vrai qu'il y a une convention qui est stricte, c'est vrai, sécurisée, c'est la blockchain, c'est vraiment une chaîne cryptée de données qui passe d'un ordinateur à l'autre et qui fait effectivement que cette monnaie est sécurisée. Alors, la différence entre la monnaie électronique et la monnaie fiduciaire ou scripturale, c'est que la monnaie électronique pose en fait sa crédibilité sur la technologie, qui est inviolable, soi-disant, entre guillemets. Technologie inviolable. Tandis que la monnaie fiduciaire et scripturale, normale de la Banque centrale, pose, en fait, c'est une convention. C'est-à-dire que la monnaie est une convention, tandis que de l'autre côté, c'est une technologie qui est inviolable. Oui, donc entre guillemets, comme vous entre guillemets. Donc, ce qui fait qu'en fait, les deux concepts sont un peu différents. C'est deux écoles différentes. J'ai une monnaie parce qu'elle est inviolable, et donc j'estime que cette monnaie-là a plus de valeur que celle qui est en banque, parce que celle qui est en banque, c'est juste une convention. Et celle qui est en banque dit, celui qui a la Banque centrale dit non. C'est moi l'État, je suis souverain et c'est moi qui fais la monnaie. Et donc toi, tu n'es pas habilité à faire la monnaie. Donc il y a cette bagarre entre les deux mondes. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, j'extrapole un peu, si les valeurs des monnaies entre guillemets de la blockchain se sont cassées la figure, c'est parce qu'il y a eu certaines banques centrales qui ont en fait bouger le marché à la baisse. Aujourd'hui, on a plus de 7000 monnaies électronique, c'est énorme. Énorme, partout dans le monde. Voilà, partout. C'est énorme. Ça devient énorme. Donc, et qui contrôle tout ça? C'est pas. La technologie. Okay. Et puis non seulement ça aussi, c'est que ces monnaies-là ont une capacité, une volatilité énorme. C'est-à-dire que vous avez des millions qui passent d'un continent à l'autre d'un claquement de doigts. Okay. Et en plus de ça, les transferts coûtent pas cher. Donc, c'est vraiment tous les jours, il y a des transactions. Il y a des transactions. Donc, j'ai d'ailleurs sur mon téléphone, je suis abonné je suis dans un groupe où je vois les transactions qui se font. C'est les transactions, chaque jour, c'est des milliards qui se font. Mais monsieur Albert Kabea, l'avion n'a pas remplacé le train. Ouais. Les trains n'ont pas non plus remplacé la voiture. Mais est-ce que ça peut se passer aussi avec la monnaie numérique qui ne pourra pas remplacer la monnaie fiduciaire? La monnaie fiduciaire, on est en train d'aller vers le remplacement, ça c'est clair. Parce que, total. Oui, je pense que c'est le sens de l'histoire. La monnaie fiduciaire, on est en train réellement de la changer. On est en train de l'abandonner progressivement parce que la facilité qu'offrent les nouvelles technologies et la vitesse des transactions, le monde dans lequel nous allons, c'est un monde de vitesse. Vous avez $1, le même dollar, s'il change 10 fois demain, ce n'est plus $1, c'est $10. La valeur est de $10. Donc en fait, n'oubliez pas, à l'école, on avait une formule sur la vélocité de la monnaie. La masse monétaire, c'est la monnaie multipliée par la vitesse. Ça veut dire que si vous voulez augmenter votre masse monétaire, vous devez augmenter la vitesse. OK? La vitesse de transaction. Or, la monnaie électronique vous donne effectivement cette capacité de vitesse. OK? $100 multiplié par 10, c'est $1000. 10 fois $100, c'est $1000. OK? Et ainsi de suite. Donc vous imaginez un peu la croissance de la monnaie électronique. C'est une croissance géométrique en termes d'échanges et de flux d'échanges. Okay, c'est pas une croissance arithmétique. Et c'est ça qui est génial avec la monnaie électronique. La facilité avec laquelle vous achetez les choses, la facilité avec laquelle vous acquérez les choses. Vous savez, je donne par exemple dans l'agriculture. Il y a certains pays africains, je dirais le nom pour ne pas faire de la publicité, qui ont introduit en fait
qui a introduit en fait l'informatique sur les places de marché agricoles. Ce qui fait qu'effectivement les gens achètent les produits à distance, les gens commandent les produits à distance, donc le même agriculteur qui devait attendre une récolte ou deux récoltes est capable de faire 3-4 récoltes par an. Donc vous avez augmenté le revenu de l'agriculteur. Donc si on comprend bien, la monnaie numérique offre plus d'avantages que la monnaie fiduciaire. Bien sûr, elle offre beaucoup d'avantages, c'est surtout sa vélocité, sa vitesse et son acquisition facile. C'est-à-dire qu'en fait, sa manipulation qui est très facile. Mais aujourd'hui, d'après certains experts, la monnaie numérique comporte plusieurs conséquences et des conséquences graves. Ouais. On cite même la destruction de toute transparence, c'est-à-dire que tout achat est maintenant tracé. Ouais. Et il y a aussi une autre conséquence, c'est que le contrôle des épargnes de monnaie en circulation et de comptes excédentaires de contribuables. Ouais. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que la dynamique de l'évolution de la technologie, on ne peut pas la freiner, ça c'est clair. On ne peut pas la freiner forcément pour des convenances qui sont des convenances personnelles parce qu'on ne veut pas avoir de l'argent dans son compte. Quand vous avez l'argent dans votre compte, la banque centrale sait combien vous avez dans votre compte. Donc c'est une monnaie structurale. Vous venez avec une monnaie fiduciaire, vous déposez, la banque centrale sait combien vous avez dans votre compte. Ok ? Bon. Mais vous le faites. Est-ce qu'on vous met un pistolet sur la tempe pour aller déposer l'argent dans un compte bancaire? Non, pas du tout. Ok. Demain, par exemple, quand la banque centrale, si demain la banque centrale a sa propre monnaie numérique et qu'elle émet sa propre monnaie numérique et que vous transférez de votre téléphone à mon téléphone, la banque centrale saura que vous m'avez transféré. De la même chose que vous transférez vos virements. Donc oui, effectivement, il y a le côté Big Brother où on sait exactement ce que vous faites. Je vous dis, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend de l'homme qui est derrière la machine. C'est pas la machine qui est mauvaise, c'est l'homme. Qu'est-ce qu'il en fait? Et quand vous avez des États qui sont des États démocratiques, c'est sûr que derrière, l'institution de l'État ou les structures de l'État vous garantissent une certaine liberté. Mais quand vous avez des États qui ne sont pas démocratiques, qui sont des États tyrans, forcément, vous imaginez bien, les gens auront du mal à aller vers les monnaies, 100% vers les monnaies électroniques, parce qu'ils n'ont pas envie d'être à la merci d'un État qui pourrait leur faire du mal, entre guillemets. Tant qu'ils ne fassent pas du mal non plus aussi, attention, parce que c'est dans les deux sens. Puisque vous parlez des États démocratiques, mais il y a certains experts qui considèrent que la monnaie numérique est un danger pour les démocraties actuelles, puisque la propriété privée est un élément fondamental de la démocratie. Alors moi, je vais vous dire une chose. Pour avoir vécu dans les États démocratiques et un peu moins, en fait, comme je ne fais pas de mal à la société, moi, ça ne me dérange absolument pas. Je n'ai rien à me reprocher. Donc, c'est pas l'argent blanchi. Voilà, donc je n'ai rien à me reprocher. J'ai un salaire, je touche un salaire. Tant que je ne fais pas de mal. Vous faites un travail légal. Je fais un travail légal. Je n'ai pas de problème à ce quelqu'un puisse savoir j'ai transféré de l'argent à qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc, on n'est pas de problème. C'est quand on est hors la loi que ça devient un problème. Ça devient problématique. C'est juste ça. Ok. Donc, et puis non seulement ça aussi. Bon, dans ces pays-là, on est quelque peu le droit de l'homme, entre guillemets, le droit à l'espace privé est respecté. On peut pas, vous êtes dans un pays comme les États-Unis, on ne peut pas s'autoriser, n'importe qui ne peut pas s'autoriser à avoir accès à votre compte. Même l'État. Je me rappelle même qu'il y a eu, il y a quelques années, il y a Apple, il y a eu une enquête sur le terrorisme, et il y a eu une dame qui avait un téléphone Apple, et Apple a refusé à l'État américain d'accéder au téléphone. D'accéder aux données de téléphone. Donc dans les États organisés ou dans des États démocratiques, ça arrive. Et effectivement, Apple a refusé parce qu'il s'est dit, si jamais je le fais sur un téléphone, la garantie que j'ai donnée à mes clients, oui. Je la casse automatiquement. Et donc c'est un cas négatif pour moi, pour ma propre clientèle. Et donc l'État américain a compris effectivement qu'il y avait un souci. Alors je ne sais pas comment l'affaire s'est terminée, mais au moins la première fois qu'un appel a dit non, l'État américain s'est retiré. Donc c'est juste dire qu'effectivement, quand vous êtes dans un État qui vous protège, vous n'avez pas de problème. Quand vous êtes dans un État qui est contre vous, qui ne vous protège pas, là la monnaie effectivement électronique peut devenir un problème, parce qu'effectivement on sait tout ce que vous faites, on vous contrôle plus, mais on ne vous contrôle pas pour votre bien, on vous contrôle pour le bien du pouvoir.
Et c'est ça qui est compliqué. C'est une espèce de domination de la technologie sur l'humain ou bien... Ce n'est pas une espèce de domination. Je pense que la technologie, on y va. Est-ce que vous allez dire aujourd'hui que la voiture vous domine? Non, la voiture ne vous domine pas. L'homme a commencé par la roue et la charrette, et aujourd'hui vous avez une voiture et vous avez une moto. Vous n'allez pas dire que la voiture aussi vous domine. Non, la voiture vous apporte du bien, comme demain l'électronique va vous apporter du bien. Ok. Aujourd'hui vous allez sur le net, vous achetez des choses, vous achetez des services à l'étranger, vous achetez... C'est une facilité qu'on n'avait pas. Imaginez, fermez vos yeux, imaginez, il y a 20 ans, 30 ans, on faisait quoi pour acheter quelque chose en Europe? On faisait quoi pour acheter quelque chose aux États-Unis? Aujourd'hui, vous êtes ici, vous êtes capable de vendre des services en Europe. Moi, je suis ici, oui. Je vous dis, je suis ici dans mon métier, je vends des services à l'Europe. C'est chose que je n'étais pas capable de faire. Et vous êtes payé électroniquement, oui, numériquement. Suis payé numériquement, je reçois mon argent et je suis capable de convertir cet argent en monnaie fiduciaire. Donc, ça, c'est nouveau. Un agriculteur ici est capable de vendre des produits à l'étranger, par l'électronique. Donc, c'est des facilités qu'on apporte. Mais attention, ces facilités-là, il faut qu'il y ait des hommes derrière qui comprennent que il ne faut pas les utiliser contre ceux qui utilisent, sinon vous freinez le pays et vous freinez le développement, effectivement, de la croissance du pays. Est-ce qu'on peut considérer que la RDC est aujourd'hui prête à basculer vers la monnaie numérique aussi? La RDC est prête à basculer vers la monnaie numérique parce qu'aujourd'hui, sur les plateformes, on a pratiquement plus de 10 millions de personnes qui transactent tous les jours avec de la monnaie électronique, enfin de l'argent virtuel. Donc, si on a 10 millions de personnes qui le font tous les jours, sur les plateformes, on est à plus de 500 millions de dollars qui transactent tous les jours. Donc, vous voyez tout simplement que cette monnaie-là qui n'existait pas, aujourd'hui, la plus grande plateforme financière, c'est pas les banques dans lesquelles il y a l'argent, ça devient nos téléphones. C'est la plus grande plateforme financière que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est dire que les Congolais sont prêts dans leur tête à le faire parce que, en plus, on a un pays continent. Vous imaginez 2 time zones, comment vous faites quelqu'un qui est à Goma, vous êtes à Kinshasa, vous voulez transférer l'argent, vous ne posez plus la question. Avant, moi j'ai été né à l'époque des phonies. Donc, vous pouvez vous imaginer un peu. Alors, dire aujourd'hui que la monnaie électronique, c'est pas quelque chose de bien, mais c'est me tirer une balle dans la tête. Vous imaginez? Donc voilà, une fois, je me suis retrouvé en province, mon père devait m'envoyer de l'argent, mais c'était catastrophique. On a attendu 2-3 semaines. Il fallait aller à la folie. Mais voilà. Donc là, on a dépassé ce niveau-là. Regardons plutôt le côté positif des choses et évitons. Aujourd'hui, la RDC, on a une population de 100 millions de personnes. 120 millions de personnes. Imaginez que le même dollar qui est dans la poche de quelqu'un est capable d'atteindre 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, ça devient 30 dollars. Ok? Ça veut dire que c'est de la richesse qu'on apporte au pays. Mais maintenant, il faudrait qu'on ait un État responsable, avec des infrastructures, qui se numérise aussi, qui s'ouvre à la numérique et qui fasse en fait qui développe cette monnaie-là pour que la population ressente vraiment les bienfaits de la technologie. Et donc, on est un pays démocratique, on a des institutions démocratiques. Maintenant, appliquons juste ce que nous avons, notre convention démocratique, c'est tout. Mais que faire des indécis, de personnes qui résistent, qui pensent que, puisqu'on vient de parler de plateformes numériques, de différents réseaux de télécommunications, ouais, où il y a des cas de perte et tout ça, mais ça pose un problème de confiance aussi. Écoutez, il y a ce qu'on appelle en fait une courbe d'apprentissage. Au début, quand la monnaie mobile est arrivée, l'argent mobile est arrivé. Moi, j'étais le premier, j'étais responsable chez un opérateur ici à pousser ça et les négociations avec la Banque centrale, je l'ai faite. Mais c'est de dire quoi? Au début, oui, il y a eu des soucis techniques, les gens ont perdu leur argent, les gens ont fait ci. Mais aujourd'hui, c'est derrière nous. Les gens aujourd'hui, est-ce que vous allez voir dans la rue quelqu'un qui vous dit « Ouais, j'envoie de l'argent à telle personne qui est à 500 km d'ici », quelqu'un qui vous dit « Non, moi je préfère l'argent en cash ». À 500 km, il va dire envoie. Donc, il n'y a personne qui est capable de refuser d'envoyer de l'argent très très loin, en province, par électronique. Et en plus, ça coûte moins cher. Vous imaginez prendre le transport avec 500 dollars en poche pour aller dans le Kasaï, ce que ça coûte, rien qu'en transport. OK? Aujourd'hui, et en plus de ça, aujourd'hui, le plus grand poste de dépense de la Banque centrale, c'est le transport de la monnaie. Et je vous le dis, notre Banque centrale, le plus grand poste de dépense, c'est le transport de la monnaie. C'est plus de 100 millions de dollars rien qu'en transport de monnaie, l'année. Alors, vous imaginez aujourd'hui que cette monnaie ne fût-ce que se transforme de moitié en monnaie électronique. Qu'est-ce que ça pourrait faire gagner à l'État? Beaucoup d'argent. Donc, c'est juste ça. Mais
Juste Donc penser différemment. on peut avoir demain aussi les e-francs congolais comme les e-naira. Tout à fait, on peut avoir, mais par contre, il y a une condition, il faut que l'État Ouais. soit lettré digitalement. Parce que nous avons des illettrés digitaux qui dirigent les institutions de manière générale. Il y en a qui sont... mais c'est des illettrés digitaux. On ne peut pas faire une monnaie électronique tant que notre État ne s'est pas mis au diapason et que les ressources humaines de l'État ne se sont pas mis au diapason par rapport à cette monnaie, parce que nous courons un risque, c'est un risque de piratage. Parce que si celui qui est à l'extérieur du pays est plus compétent que vous pour la circulation de la monnaie électronique, et que vous jouez avec la monnaie électronique chez vous, bah, il peut vous vider votre caisse. Donc il va falloir qu'on puisse élever le niveau de l'État par rapport au digital, de manière à ce que effectivement, ben, on soit au diapason pour utiliser. Et d'ailleurs, c'est impossible de faire marche arrière. Sinon, nous resterons un trou noir. Vous dites que le pays va rester un trou noir, mais est-ce que c'est la seule condition, l'élévation au niveau digital? Bah, de toute façon, nous y allons à marche forcée. Les mêmes qui nous dirigent ici, c'est les mêmes qui arrivent en Europe et qui sont complètement perdus. Moi, je me rappelle, je tairai les noms. Il y a les ministres qui sont arrivés à Washington, ils voulaient payer en cash leur chambre d'hôtel, on les a jetés dehors. Voilà. Et on leur a demandé des cartes. Voilà, c'est une obligation. Aujourd'hui, ils ont tous des cartes parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient dormir dehors à Washington, toute honte bue. Vous comprenez? Donc, ils y vont à marche forcée. Mais maintenant, si vous voulez contrôler votre propre monnaie électroniquement, il faut d'abord que vous touchiez vos taxes, vos taxes électroniquement, que vous gérez votre population électroniquement, que vous ayez déjà un état civil. On n'a même pas un état civil électronique. Alors, comment vous voulez aller vers la monnaie électronique? On n'a même pas un état civil électronique. Merci, Monsieur Albert Kabeya, pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes un expert en économie numérique et nous espérons vous revoir très prochainement. Fidèles téléspectateurs, à vous aussi infiniment grand merci d'avoir prêté attention à cette émission Invité de l'Écho qui s'est intéressée essentiellement sur la monnaie numérique. À nous revoir très prochainement. Merci. C'est un sujet difficile, hein. Vous avez appris?